La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille. Je suis Héloïse, podcasteuse et bénévole pour la Fabrique des communs pédagogiques. Et aujourd'hui, je suis avec Muriel et Bertrand. Enchantée de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous pourriez chacun et chacune vous présenter et me dire un peu pourquoi vous êtes là ? Oui, on est là au nom d'un collectif que Bertrand vous présentera après. C'est le collectif Éduquer dehors 69 qui regroupe plusieurs structures d'éducation à l'environnement et de santé. Donc la structure de santé représentée, c'est Promotion Santé 69 que je représente aujourd'hui. Je suis chargée de projet en promotion de la santé, plutôt sur la santé-environnement. Génial, merci. Et du coup, moi, je suis Bertrand. Je suis le directeur d'une association qui s'appelle le MNLE 69, qui est une association d'information et de sensibilisation à l'environnement, très large. Et je fais partie du collectif depuis l'origine. Donc je peux vous présenter rapidement la genèse du collectif. Donc en 2020, juste au début de la période Covid, j'ai participé à une formation sur accompagner la classe dehors du Grain Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, on s'est recroisés avec des associations qu'on connaissait depuis longtemps. On s'est recroisés à ce moment-là et on a décidé de monter un collectif pour développer et accompagner la classe dehors et l'éducation dehors au sens large sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc la première action qu'on a menée collectivement, donc on est 9 actuellement, on a commencé à 7, donc les deux associations présentes ici. On va rajouter la Ligue de protection des oiseaux, la France Nature Environnement, Arthropologia, qui est une association sur la biodiversité et notamment les petites bêtes. Nature Essence, qui est une association qui travaille sur l'approche sensible de l'environnement et sensorielle. On a aussi Ceci, Cela, qui est une association qui travaille sur la renaturation, sur l'ensauvagement des lieux éducatifs. Je vais utiliser ces mots parce que sinon je vais me faire gronder. Et il y avait encore, j'en oublie un, non c'est bon, c'est ça. Et nous a rejoint cette année La Méandre. Voilà. Et en fait, ces assos, on s'est regroupés parce qu'on avait tous des sensibilités, des approches de la question environnementale un peu différentes. Et donc, on avait une convergence d'intérêts sur le développement de la classe dehors avec une multitude d'approches. Et le premier boulot qu'on a fait, c'est de... j'ai oublié qui. C'est qui ? Ah oui, après. Et du coup, on a développé... le premier travail qu'on a fait, on a été, je pense, en France, le premier collectif association à intégrer le plan académique de formation de l'Académie de Lyon sur la classe dehors. Donc on a participé au montage et à la réalisation des premières formations des enseignants de l'Académie de Lyon sur la classe dehors, avec justement cette multitude d'entrées de questions environnementales, que ce soit santé, que ce soit moi plutôt apprentissages fondamentaux dehors, que ce soit la biodiversité, que ce soit le sensoriel, l'émotionnel, etc. Et on a été soutenu par les fondations de l'appel à commun Grandir avec la nature pour développer et structurer le collectif. Et depuis, donc c'était un collectif un peu hétéroclite, un peu disparate, un peu déséquilibré. Et on s'est retrouvé assez vite confronté à des problèmes de structuration. Donc on a demandé à la Maison de l'Environnement de la métropole de Lyon de soutenir administrativement et techniquement le collectif pour qu'on puisse avancer. Parce que y a des associations qui ont une vingtaine de salariés et d'autres qui sont tout seuls. Donc l'équilibre dans une structure associative qui chapeauterait tout ça, c'est un peu complexe. Donc on a voulu rester collectif un peu libre avec la possibilité de s'ouvrir. Donc voilà, et la Méandre nous a rejoint cette année. Alors la Méandre, elle est plutôt spécialisée sur l'accompagnement des personnes du périscolaire et des choses comme ça. Donc on élargit un peu notre première approche scolaire sur des temps autres, des temps éducatifs autres, que ce soit enfants ou adultes ou petite enfance, qui est la spécialité plus de promotion santé. Et là, qu'est-ce que vous faites aux rencontres ? Pourquoi venir aux rencontres ? Alors, les rencontres, on va présenter, donc le collectif présente un atelier, puisqu'en fait, à partir de cette structuration et de ces accompagnements, on travaille notamment avec la ville de Lyon sur, on a de plus en plus de classes, on a formé 400 enseignants la première année, et donc ils sortent. Ok, super. Où, quand, comment et dans quelles conditions ? Donc, dans les espaces, dans des milieux hyper urbains, les espaces sont très vite saturés, voire dénaturés, voire un peu... il y a des enjeux
Et Par exemple, typiquement un parc de la ville, il y a trop de monde qui vient. Il y a trop de classes. Ou je prends un exemple d'un petit incident, une classe qui va sortir, qui va s'installer dans un sous-bois, qui est en fait un endroit où on fait une étude de préservation de biodiversité, quoi. Okay. Donc il y a et beaucoup d'enseignants qui se disent ok, super formation, mais moi tout seul la première fois je le sens pas. Donc là on est en train de travailler notamment avec la ville de Lyon sur des comment on appelle ça, lieux totems. Ouais, des lieux totems. Alors c'est plutôt des j'ai oublié le mot. Bon, les écoles s'inscrivent, les enseignants s'inscrivent, nous on est là, on les attend et puis on leur montre une première fois comment on installe la classe dehors, comment on s'organise, comment on sécurise le truc, avec donc tout un référentiel commun qu'on a construit ensemble sur comment on met en place dans un parc ou dans un lieu naturel. Donc ils arrivent, il y a une association qui les accueille et qui les accompagne dans cette classe dehors. Ouais. Donc on a une multitude de projets comme ça, on a des forums, des tas de choses qui sont... Bon, on peut en parler donc, de ce projet un peu plus spécifiquement cette année. Donc on a commencé là ce qu'on appelle des accompagnements qui s'appellent les premiers pas à l'école du dehors. Et on les reçoit donc dans des différents parcs de la ville qui s'appellent des lieux totems. Bon, voilà, c'est le nom qui a été utilisé. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. On ne sait pas si on va garder ça. Ça fait un peu amérindien, c'est bien. Et du coup, l'idée, c'est de donner un aperçu à l'enseignant qui est là. Alors, ça peut être des enseignants de la maternelle jusqu'au CM2, pas plus, je crois, pour leur donner un aperçu de ce qu'on peut faire et surtout de ce à quoi il faut penser. Et puis, essayer de casser avec eux les différents freins qu'ils pourraient avoir à sortir à l'extérieur et leur donner envie. Voilà. Et alors, c'est comment qu'on donne envie à des enseignants ? Alors, disons qu'il n'est pas nécessaire parfois d'avoir une préparation énorme. Je pense par exemple à des enseignants qui pourraient être tentés de faire des livrets, des choses un peu complexes pour les enfants, mais qu'on peut avoir des activités assez simples et même assez répétitives, parce que l'enfant, il a besoin de s'approprier l'espace aussi. Juste avant qu'on se mette en place là pour le podcast, Bertrand il parlait d'un site spot, il disait donc c'est-à-dire l'idée que l'enfant chaque fois qu'il arrive dans cet endroit, il a son endroit calme, son endroit à lui pour créer sa petite bulle, pour se sentir bien dans cet espace-là. L'approche sensorielle est assez fondamentale. Génial. Après, pour sécuriser, en fait, les enseignants, ils ont deux gros freins. Le premier, c'est l'aspect sécuritaire. Comment je vais faire dehors avec 20 tas de gamins qui vont courir partout. Donc ça, c'est le stress. Donc nous, on leur montre, on leur explique. Alors, on a comment on sécurise un espace, comment on accompagne le groupe. Et ensuite, on les fait travailler et ils s'aperçoivent qu'ils vont devoir changer leur posture, leur façon de faire et la méthode dont ils vont travailler. Et ensuite, leur difficulté... Ils me disent régulièrement, ok, enseigner, je sais faire. Animer, c'est un autre métier, c'est une autre façon de faire. Donc on change de posture, on est dans un accompagnement un peu différent. Et je sais faire une séquence de maths en classe. Comment je la transpose dehors. Voilà. Et après, ils ont aussi tous les freins liés ils imaginent d'avoir des besoins de connaissances naturalistes assez poussés pour accompagner ces classes-là. Donc nous, c'est un peu désacraliser ce côté-là. Et en même temps, leur dire, ok, vous savez faire. Vous avez déjà fait, vous faites en classe, comment on transpose dedans et comment, en fait, le dehors, il va être à la fois un outil, un support ou un élément de l'apprentissage. Voilà. Donc c'est dire, voilà, dehors, on va s'offrir une multitude de possibilités beaucoup plus variées que dedans. Et en plus, on va faire de l'interdisciplinaire. Voilà. Et moi, ce que j'adore, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on enlève les deux freins principaux du dedans, c'est le bruit et le déplacement. Dehors, le bruit n'est pas un problème. Dehors, un enfant qui brasse, c'est pas un problème. Dedans, c'est tout de suite. Et quand on finit, ils vous disent « Ok, je suis fatigué physiquement. Je ne suis pas fatigué psychiquement. » On finit une journée de classe dedans, on fait aussi une intervention en classe, on est séché, mais dans la tête. Là, c'est dans le corps. C'est pas la même fatigue et on l'apprécie plus, celle-là. C'est marrant, tout à l'heure, la toute première personne qui est venue au micro ce matin, j'ai demandé quels étaient les bienfaits pour elle en tant qu'institut et elle m'a dit « Moi, c'est le bien-être. » C'est ça. J'ai trouvé que c'était très beau. Et du coup, le bien-être, en fait, il est lié à l'obligation. Alors, il est lié à cette obligation, et elles vont toutes le dire. Dehors, elles se mettent en danger parce qu'elles ne maîtrisent plus.
Donc moi je rappelle que dans leur classe, quand elles sont tournées ou que c'est en train de parler à un enfant, derrière elles ne maîtrisent pas grand-chose de ce qui se passe dans la classe. Elles ont la sensation et l'illusion qu'elles maîtrisent. Oui, on maîtrise les passes d'apprentissage, oui, on maîtrise le groupe, oui, mais il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas forcément. On fait une réunion, voilà, même là, ici, autour de nous, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas un problème. Et dehors, il y a cette manque de maîtrise qui a la tendance à leur donner l'impression qu'elles vont être en danger. Mais dans leur maîtrise, elles, de leur pratique. Et du coup, se dire, ok, dehors, j'ai l'avantage de ne pas être obligé de cadrer autant qu'en classe. Je vais pouvoir être un petit peu plus souple parce que l'extérieur me l'autorise. Et du coup, l'extérieur dans la classe dehors, on s'offre de la liberté pour les enfants et aussi pour l'adulte. Et on change le relationnel enfant-adulte, notamment enfant-enseignant. Où du coup, pour ceux qui font des classes vertes, ils arrivent à retrouver ces temps qu'on va chercher en classe verte qui ne sont pas les temps scolaires. Ces temps de vie de compétences psychosociales dont pourrait vous parler beaucoup plus Muriel que moi, tous ces temps de cohésion de groupe, d'interaction entre les enfants et les adultes. Et ça, je pense que c'est un élément qui est hyper intéressant et qui permet de changer l'atmosphère de classe après dedans. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Quels sont les impacts après, une fois qu'on est re-rentré dans nos murs? Pour moi, c'est ça, c'est de se dire, ok, on vit des choses dehors ensemble, collectivement, on crée des relations différentes, mais même entre enfants. Je prends des exemples, moi j'ai des souvenirs, je prends un exemple c'était en maternelle, il y avait 3 petits garçons qui dans la cour de l'école, à chaque récréation, ils jouent aux policiers aux voleurs avec les pistolets et tout. Et là on est dans la forêt et le petit garçon qui est un peu le leader du groupe, dit, on fait les policiers et voleurs, et il commence papa, puis il prend un bâton, puis il commence à creuser un trou. Et il est rentré dans son monde et le petit garçon, il est tout penaud, il ne savait plus quoi faire, le policier, ça ne marchait plus. Du coup, il a été obligé de creuser un trou. Donc pour renouer un contact, on a retourné la relation entre ces deux enfants par l'extérieur. Dedans, dans la cour, et ils sont retournés en cour, ils ont rejoué aux policiers aux voleurs, c'était pas un problème. Mais dehors, il y a eu un retournement de la hiérarchie, ne serait-ce que du groupe de fonctionnement. Et le gamin leader s'est retrouvé suiveur, et le suiveur habituel s'est retrouvé leader. Parce qu'à un moment donné, il a eu un truc qui a été plus fort. Voilà, l'envie de creuser avec son bâton un trou était plus forte que le jeu traditionnel qui, à mon avis, était un peu redondant pour lui au bout d'un moment, puisqu'il suivait. Et j'entends souvent des instits qui me disent que le plus dur dans le métier en ce moment, c'est les parents, comment on gère les parents. Et là, quand un instit a... Donc dans les 2 freins que tu as dit, il n'y avait pas les parents. Et donc quand un instit a dépassé ces 2 freins-là, qu'il ou elle se dit « Ok, j'y vais, j'emmène les enfants dehors », est-ce qu'il y a des freins des parents ou en fait c'est juste pas vrai et que les parents sont méga chauds? Alors, il y a toujours la peur que l'enfant se salisse. Donc nous, on prépare bien ça avec l'enseignant en disant, voilà, ce jour-là, c'est vraiment une tenue adaptée, etc. Mais de toute façon, il y en aura toujours un qui aura ses baskets blanches. Mais voilà, donc on casse le truc dès le départ. Après, pour les parents, on va avoir des parents accompagnateurs parfois qui se sentent pas toujours... Moi, j'aime bien les faire rentrer dans l'animation. Et parfois, ils ont un petit peu de mal avec ça. Mais justement, en leur disant, écoutez, comme ça, la prochaine fois que vous irez dans un lieu de nature avec vos enfants, eh bien, si vous avez oublié le ballon, eh bien, vous saurez quoi faire. Voilà. Et souvent, ça leur fait un petit déclic. Alors, les parents, c'est pas une problématique, c'est un élément important à prendre en compte et on va avoir plein de réactions différentes. On va avoir... Alors, et bizarrement, le milieu social joue aussi beaucoup sur l'approche du dehors. Voilà, nous, alors avec Muriel et moi, on travaille quasiment exclusivement en quartier politique de la ville. Donc, moi, je travaille au Minguettes, à Vénissieux ou à Givors, dans les quartiers HLM. Le côté hygiéniste, et j'en parle même pas de la petite enfance, le côté hygiéniste est une difficulté. Parce que dans ces tours, l'accès à la nature, à part le carré de pelouse en bas, c'est un peu ledge, quoi. Donc du coup, c'est souvent assez sale.
Moi, le nombre de fois en un classe dehors où les mamans, elles arrivent, alors en maternelle plus qu'en élémentaire, touche pas, c'est sale. Touche pas le bâton, c'est sale. Non, touche pas le bâton. Qu'est-ce qu'on fait dehors, quoi? Si on enlève le bâton dehors, c'est pas la peine de venir. Faut jouer à la marelle, quoi, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on a souvent cette réaction qui est et ce qui est assez rigolo, c'est que plus les enfants vont grandir, plus ils vont. Alors, c'est pas rigolo, ce qui est logique, ils vont adopter ce mode de comportement. En mater, on n'a aucun problème. Alors, de temps en temps, quelques enfants qui sont j'ai pas le droit de me salir, ou voilà. Mais qui sont globalement hyper libres à toucher, ramasser les bestioles, à regarder, à gratter la terre, et tout ça. Et puis, plus ils vont grandir, plus on sent cette distance qui s'installe. Alors moi, ça fait 5 ans que j'accompagne des classes, donc moi, il y a des enfants que je suis depuis 4-5 ans, et on voit que ces enfants-là, ils ont moins cette appréhension. C'est chouette. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fait d'avoir la récurrence de sortie. Ça aide sur ça. Et la récurrence de sortie, elle aide aussi sur les autres types de sorties. Moi, c'est un peu le retour que j'ai et que je trouve assez sympa, c'est que on travaille, on a d'autres animations un peu plus traditionnelles où les classes viennent faire 3 demi-journées. On en a un truc un peu plus trad de l'éducation à l'environnement. Ils sortent du bus, je sais s'ils ont l'habitude ou pas. Moi, ma grand-mère me disait toujours, quand je sortais, elle me disait, mais on dirait toujours que t'es la vache qui sort de l'étable après l'hiver, tu cours partout, tu sautes, tu hurles. Ceux qui sortent comme ça, c'est qu'ils sortent jamais. Et on a, dans nos animations traditionnelles, moi ça m'est arrivé d'avoir 1h30 où je peux rien faire. Parce qu'ils ne sont pas opérationnels, ils ne peuvent pas le faire. Et les gamins qui ont, les classes qui ont l'habitude d'être dehors, ils rentrent. Moi j'ai une copine qui m'a raconté, elle m'a dit, je suis allé à Saint-Étienne, il y a un musée. Je les ai emmenés au musée, les intervenants du musée ont été surpris de leur capacité d'écoute. Parce qu'en fait, elles sortaient toutes les semaines et dehors, et du coup, la découverte du lieu, elle était naturelle. Donc quand ils ont passé une semaine en classe, le jour où on les met dehors, tiens, c'est la fête, et ils pensent que c'est le centre de loisirs. Enfin, c'est l'excitation. Et le fait de sortir régulièrement, ce temps d'excitation, on l'intègre, nous, dans le temps d'animation, dans le temps de classe dehors. Il y a un temps de réappropriation de l'espace, de découverte, on retourne, on va voir, on a son sweet spot, on a plein de trucs, et on se donne du temps. Et en fait, la classe dehors, c'est aussi se donner du temps. Et les enseignants, leur difficulté, c'est de se dire, ok, moi je suis en classe, j'ai mes preps, j'ai mes trucs, et puis il ne faut pas qu'il y en ait un qui n'a rien à faire, parce que tout de suite, ça va être le bazar, ça va s'arrêter. Alors que dehors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on me lance une activité, il y en a, ils vont faire ça en 3 minutes, après ils vont aller faire des cabanes, des trucs, et les autres, ils continuent. Voilà. Et on leur donne à tous le temps nécessaire pour aller au bout de leur apprentissage. Et ça, le dehors, c'est vraiment hyper intéressant pour ça. Parce qu'en fait, on va être obligé de se donner du temps. Alors par contre, oui, ce qu'on a prévu de faire, ce qu'on peut faire en 15 minutes en classe, il nous faut 1 heure. Parce que voilà, quand on doit prendre 3 bâtons pour faire un truc, il y en a, ils font 3 fois le temps de la classe. Et quand la classe, elle fait 1500 ou 2000 mètres carrés, forcément, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc on sait déjà, et c'est assez rigolo, on envoie, ils partent, on se dit, ils ont oublié la consigne, puis on les voit au bout de 10 minutes, ils reviennent avec 3 bâtons. Ah non, il n'a pas oublié, mais il a divagué à gauche, à droite. On ne sait pas d'où il est allé, où il revient. Mais l'essentiel, c'est qu'il aille jusque là où nous, on veut l'emmener, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et à quel âge on peut commencer à faire école dehors ? Ah, mais à la naissance. Donc nous, on a la chance de travailler avec des assistantes maternelles, organisées en relais petite enfance, c'est le nouveau nom des relais assistantes maternelles. On travaille également avec des établissements d'accueil du jeune enfant, ce qu'on appelle crèche. Alors, c'est beaucoup plus facile de sortir avec des relais petite enfance parce que les nounous, entre guillemets, ont vraiment l'habitude d'aller au parc avec les enfants. Là, nous, ce qu'on va leur proposer, c'est quelque chose d'autre que sortir en mode promenade avec les enfants, j'ai pas honte de le dire, mais attachés, avec des petits bracelets là, de chaque côté de la poussette. Ce qui marche. Donc là, on va les libérer. Donc du coup, d'où l'importance, on va vraiment travailler cette question des limites, c'est-à-dire on a le droit d'aller jusqu'à tel endroit, etc., pas plus. L'intérêt aussi de revenir toujours au même endroit, donc ça justement les animatrices de relais petite enfance aiment beaucoup, justement donner toujours un rendez-vous. Et puis faire des petites choses qui peuvent amener ensuite, qui peuvent les préparer aussi, un petit peu, on va le dire, à l'école. Parfois, on a un petit frottement, nous, en tant qu'intervenants avec justement les assistantes maternelles. Ils nous disent, mais vous leur faites faire des choses là, mais ils ne sont pas à l'école, il ne faut pas les embêter.
Et c'était des choses toutes simples, c'est-à-dire par exemple un petit drap blanc qu'on coupe en 4 cases. Et dans chaque case, on met un brin d'herbe, un petit bâton, une pomme de pin et puis un petit bout de bois. Et on leur demande d'aller chercher autour d'eux des choses qui ressemblent à ça. Donc c'est la catégorisation. Voilà. Bon. Et mine de rien, ça prend quand même une partie du cerveau. C'est pas toujours évident pour certains de le faire. C'est un apprentissage. Et ensuite, à partir de là, par exemple, on peut faire un petit land art tout simple. Voilà. C'est important quand même de les préparer aussi un petit peu, je pense, à l'école. C'est une façon de faire et des petites choses comme ça. Trop intéressant. Merci. Et donc là, demain, c'est demain votre atelier ? Alors demain, on a un atelier, donc le collectif. Alors ce ne sera pas nous, puisque nous, on est juste venus faire le podcast. Donc c'est 3 autres, plus la ville de Lyon, qui présenteront le travail qu'on est en train de mener sur ces premiers pas, cet accompagnement des premiers pas. Voilà, donc ça c'est un des ateliers qui est proposé par le collectif Éduquer dehors pour expliquer un peu. Alors c'est à la fois à destination des animateurs qui accompagnent, parce que même si on connaît le terrain, des fois on a des problématiques quand il y a un développement un peu fort de l'éducation dehors, notamment en milieu urbain où les espaces sont moins accessibles, où ils doivent être partagés. On a des conflits d'usage, les promeneurs de chiens, les joggers, les services espaces verts qui veulent tondre la pelouse le jeudi après-midi et pas un autre jour. Voilà, donc il y a des fois de l'huile à mettre dans les rouages et du coup, on peut être confronté. Alors nous, on a une problématique qu'on a vu venir très tôt, c'était si j'amène une classe une fois tous les 15 jours sur un lieu, ça peut passer. Mais si, moi j'ai des écoles où il y a 8 classes qui sortent, et chaque classe a sa demi-journée, la fréquentation du lieu, lui, il est quotidien. Et quand les classes sont placées, c'est Gengis Khan et sa horde de sauvages, l'herbe ne repousse pas, quoi. Donc c'est comment on arrive soit à multiplier les espaces, soit à mieux organiser, soit à mieux planifier, soit à sensibiliser aussi les enfants et à montrer aussi qu'on peut avoir un impact même en étant tout à fait bienveillant à l'origine et dans la bonne démarche. Donc il y a aussi ces lieux et comment les collectivités, et notamment la ville de Lyon, elle accompagne, elle forme aussi son personnel périscolaire sur les autres temps éducatifs à utiliser les extérieurs qui sont à disposition dans la ville. Okay. Donc ça va être... Nous, la directrice marketing du Parc national des Calanques, en fait, c'est la directrice des marketing, parce qu'elle fait du marketing. Et donc, elle l'expliquait super bien dans une émission que j'avais écoutée, où elle expliquait que son but, c'était aussi de faire en sorte que les gens ne viennent pas trop, parce qu'en fait, on a envie que les gens aillent se balader, mais qu'en fait, s'il y a 15 000 personnes qui foulent la même herbe... Il faut qu'ils viennent mieux. Voilà, exactement. Et donc, elle disait, il vaut mieux venir moins, mais mieux. Donc voilà, il y a ces enjeux-là. Et puis après, moi, alors j'en profite. Demain, alors c'est pas ici, mais c'est toujours dans le cadre des rencontres. Mon association, l'association de PACA, organise le premier festival du film environnemental de Marseille. Génial. Au château de la Busine. Génial. Qui est pas très loin. Et donc demain, on diffuse le documentaire La forêt, c'est la classe. D'accord. Voilà, et donc Élise Sergent, qui est dans le film, témoignera à la fin. Donc il y a 3 ou 4 classes déjà de Marseille qui viendront, d'enfants. Et puis il est dans les ateliers, donc ceux qui sont intéressés pour venir. Alors c'est un petit peu loin, il faut une petite trentaine de minutes, quarantaine de minutes. Voilà, donc on aura un petit temps de présentation. Ce sera l'inauguration du festival du film environnemental. Et puis ce sera aussi un temps d'échange à la fin. Donc, on vous attend. Super, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre temps. Merci.